bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement et c'est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Oui, mardi matin, je termine mon thé avant de me mettre à travailler et je viens juste de conclure le carnet de lecture précédent, donc j'en profite pour ouvrir celui-ci et pour vous parler de mes lectures en cours. Donc je vous en parle très rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi quand même. Je vous parle donc de La fille de l'ogre de Catherine Bardon, que j'ai commencé. J'en suis à peu près à la moitié, j'en suis à la page 200. C'est une lecture qui a été sélectionnée par vous, en gros, puisque j'avais fait un petit sondage sur Instagram et sur YouTube, et c'est la lecture que vous aviez sélectionnée. Et donc on est sur la biographie romancée de Flor de Oro Trujillo, qui est la fille du dictateur Trujillo en République dominicaine, enfin, qui a gouverné, entre guillemets, en République dominicaine pendant un certain temps, enfin pendant de très longues années, je pense, selon les dominicains. Voilà, donc je viendrai vous en reparler, mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Et entre-temps, ce matin, j'étais en pleine insomnie, pour ne pas changer. Donc du coup, j'ai commencé un nouveau roman sur ma liseuse, et alors, je ne sais absolument pas pourquoi j'ai fait ça. Mais enfin bon, maintenant qu'il est commencé, je vais aller au bout. J'ai pris Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, qui est le premier tome de sa saga là, sur les saisons. Alors je sais pas comment elle s'appelle, la saga. C'est publié chez Hugo Roman. Et donc je vous dis que je ne sais absolument pas pourquoi j'ai choisi ce roman, puisque je suis une lectrice saisonnière et qu'on est sur un roman qui parle de l'automne alors qu'on est sur la fin de l'hiver. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, surtout que quand même on sent bien qu'on est en plein dans l'automne dans ce roman, donc je trouve ça un peu dommage, je ne sais pas pourquoi vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, surtout que c'est sûr que je ne lirai pas le deuxième tome qui est Un hiver pour te résister, je le lirai pas là, donc je vais attendre l'hiver prochain pour le lire, donc c'est complètement bête, vraiment, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, écoutez, pour l'instant, j'ai commencé, je trouve ça plutôt intéressant, à voir ce que ça va donner pour la suite. Sur ce, je vous laisse là, parce qu'il faut absolument que j'aille travailler, j'ai pas mal de travail en ce moment, donc c'est le moment jamais de me bouger un petit peu et je vous reprends bien évidemment plus tard. On se retrouve, on est lundi 11 mars, fin de journée et j'ai plein de choses à vous dire, pas mal de retours lecture à vous faire, donc écoutez, on ne va pas tergiverser et on va démarrer dès maintenant. Premier retour lecture que j'ai à vous faire, c'est La fille de l'ogre de Catherine Bardon. Je l'ai enfin terminée et je suis très contente. C'était une biographie que j'avais hâte de lire parce que j'en ai entendu beaucoup parler, j'ai lu beaucoup d'avis positifs sur ce livre et je voulais vraiment me faire ma propre opinion par rapport à ça. Et bien écoutez, c'est désormais chose faite, je peux donc vous en parler en toute objectivité ou subjectivité, c'est comme vous voulez. Du coup, c'est la biographie romancée de Flor de Oro Trujillo, qui est la fille de Rafael Trujillo, le dictateur dominicain qui a gouverné entre 1930 à peu près et 1960. Et donc, je ne connaissais absolument pas ce personnage historique, donc pour moi c'était une totale découverte, en sachant que je connaissais bien sûr de nom Rafael Trujillo, mais je ne connais pas beaucoup l'histoire de la République dominicaine, donc c'était vraiment une page blanche pour moi, et c'était très agréable d'en apprendre un petit peu plus sur la partie historique de ce pays, enfin sur l'histoire de ce pays. Dans cette biographie, Flor de Oro Trujillo nous est racontée par l'autrice à travers ses 9 mariages. Donc clairement, on le sait dès le début, elle a eu 9 mariages, donc on peut clairement imaginer la tristesse qui se dégage de la vie de cette femme. Et je trouve que c'est ce qui transparaît le plus dans cette biographie romancée, c'est la tristesse de sa vie, vraiment... 9 mariages, vous vous rendez compte ? Enfin, elle était vraiment pas très heureuse dans sa vie amoureuse et personnelle, et ça se ressent tout au long du roman. Elle a passé sa vie entière sous l'emprise psychologique de son père et de son premier mari, qui était Porfirio Rubirosa.
Vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque c'est un diplomate dominicain qui a vécu une grande partie de sa vie en France et il a d'ailleurs été marié avec Danielle Darieux. Donc si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Et en fait, même après la mort de ces deux hommes-là, elle reste complètement errante à se demander s'ils auraient validé ses choix de vie. Et c'est là que vraiment on se rend compte que l'emprise qu'ils avaient sur elle est genre, mais sans aucune limite, mais vraiment. Donc, cette emprise psychologique, elle se traduit par quoi? Eh bien, elle se traduit par un état dépressif presque constant, elle se traduit par un alcoolisme, elle se traduit par des troubles alimentaires. Et vraiment, c'est une femme qui m'a fait de la peine, qui m'a fait énormément... Enfin, qui m'a vraiment émue en fait. Je me suis dit, mais c'est pas possible, enfin, elle a vraiment une vie... c'est triste, vraiment c'est triste. Et l'autrice nous décrit Flore des Oraux comme la femme mariée, la marionnette de son père. Alors, ce qui m'a un petit peu manqué dans cette biographie romancée, c'est qu'on ne la décrit pas comme une femme à part entière qui aurait pu avoir des avis sur les agissements ou les décisions politiques de son père. On est quand même face à un dictateur et j'imagine que quand même elle avait des avis plus ou moins tranchés, mais des avis quand même sur les agissements de son père. Et en fait ça transparaît pas du tout dans cette biographie romancée. Alors, je comprends, c'est un parti pris de l'autrice, je comprends complètement. On est sur une biographie de Flore des Oraux Trujillo, en aucun cas on est sur la biographie de Rafael Trujillo, donc c'est normal qu'on n'ait pas la vision complète de cette dictature dominicaine qui a eu lieu dans les années 30. Mais j'aurais aimé quand même que le côté historique soit un petit peu plus mis en avant. Ça, c'est vraiment par appétence personnelle, clairement. Moi, j'aime beaucoup les romans historiques, vous le savez, donc tout ce qui est lié à l'histoire, eh bien, ça va vraiment me passionner. Et c'est vrai que j'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur la vie en République dominicaine sous la gouvernance de Rafael Trujillo. Et mine de rien, on n'en entend pas trop parler, on ne sait pas trop. Alors, il y a quand même quelques informations, rassurez-vous, il y a quand même pas mal d'informations. On a les informations notamment sur l'assassinat de Rafael Trujillo. On a quand même quelques bribes d'informations aussi sur le fait que c'est potentiellement un attentat qui a été orchestré ou plus ou moins validé par la CIA. On se rend compte que les relations diplomatiques entre les États-Unis et les pays d'Amérique centrale, notamment les pays qui sont sous dictature, sont assez compliquées. Il faut quand même rappeler le contexte. On est en 1961, juste après la crise des missiles, donc la crise qui a eu lieu dans la baie des Cochons à Cuba. Donc clairement, on ressent tout ça, on a des informations sur le côté historique, mais c'est vrai que moi j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus détaillé. Bon, après, encore une fois, c'est par appétence personnelle, ça n'enlève en rien à la qualité de la biographie romancée qui est extrêmement bien documentée. J'ai vraiment apprécié cette biographie. Je trouve que, encore une fois, le personnage de Flore des Oraux est vraiment... très intéressant, et très émouvant, très intéressant, et je trouve que c'est un bel hommage qui lui est rendu ici. Et franchement, rien que pour ça, eh bien, je vous recommande la lecture de cette biographie romancée. Si le style biographique ne vous rebute pas, parce que je sais que certains n'aiment pas trop les biographies. Là, on est sur une biographie romancée, mais on est quand même sur quelque chose d'assez biographique, donc si ça vous rebute, bon, n'y allez pas. Par contre, si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas et qu'au contraire, vous aimez en apprendre plus sur la vie des gens, vous avez quand même une écriture qui permet de mettre en avant cette partie un peu romancée. L'écriture de Catherine Bardon, elle est très très belle, elle est très fluide, et ça se lit extrêmement bien, extrêmement vite. Donc rien que pour ça, je vous recommande la lecture de La fille de l'ogre. À côté de ça, j'ai lu sur ma liseuse qui est éteinte, donc je ne vous le montrerai pas, je vous mettrai la petite vignette, un roman qui n'a rien à voir avec La fille de l'ogre, donc on n'est absolument pas sur un genre biographique, non, on est sur une new romance, donc vraiment rien à voir. J'ai donc lu Un automne pour te pardonner, qui est le premier tome de la saga Season, écrite par Morgane Moncomble.
Et donc dans ce roman, on fait la connaissance de Camélia O'Brien, une jeune élève avocate qui est en alternance dans un cabinet d'avocats réputé d'Édimbourg. Sa vie quotidienne va être bouleversée le jour où Lou McAllister est arrêté pour le meurtre de son meilleur ami Rory. Et Camélia, elle connaît très bien Lou McAllister et elle connaissait également très bien Rory puisqu'ils étaient camarades de classe au lycée et que Lou, Rory et toute leur bande l'ont clairement harcelé pendant sa scolarité. Et clairement, hein, c'était ses bourreaux. Ils lui ont mené la vie dure pendant toute sa scolarité. Et bien sûr, elle en a quand même... il en est ressorti quelques séquelles, hein, il faut le dire. Et donc, quand elle apprend ce fait divers, eh bien Camélia, elle ne voit qu'une seule chose, la possibilité de se venger. Donc, elle va faire des pieds et des mains auprès de sa maître de stage, Charlotte, pour que celle-ci prenne en main l'affaire et défende Lou McAllister. Donc clairement, la motivation de Camélia, c'est la vengeance. La motivation de Lou McAllister, c'est la rédemption. Et ces deux personnages qui se détestent cordialement vont finalement se rendre compte qu'ils sont attirés l'un vers l'autre et ça va faire des étincelles. Alors je ne vais pas y aller par 4 chemins, c'est très bon. C'est très bon, pourquoi? Parce que c'est entraînant, c'est addictif et on n'a qu'une envie, c'est de connaître le fin mot de l'histoire. Parce que oui, on est sur de la new romance, mais on a quand même la question principale qui est qui a tué Rory? Donc on est quand même sur quelque chose qui est bien fait, bien mis en avant. C'est très original parce que on est dans une new romance, mais il y a un côté thriller psychologique / enquête qui est prédominant dans tout le livre. Et c'est la touche d'originalité qu'il fallait et qui fait que ce livre est très addictif. Alors, attention quand même, on est effectivement sur une new romance avec un côté thriller psychologique, mais ne vous méprenez pas, si vous êtes complètement fan des intrigues policières, des thrillers psychologiques un peu à la Franck Tillier, ne vous attendez pas à retrouver ça. On est vraiment... En fait, il faut prendre ce roman pour ce qu'il est, c'est-à-dire une new romance avec un petit côté thriller psychologique. Ne le prenez pas dans le sens inverse, on n'est pas sur un thriller avec de la new romance, non, non, non. Donc voilà, je le dis parce que j'ai vu quand même quelques avis qui disaient oui, le côté thriller, c'est un peu tiré par les cheveux, blabla. Bon, ok, si vous voulez, on n'est pas non plus sur du Franck Tillier, mais ça n'empêche que cette petite intrigue policière, cette petite enquête en tout cas, eh bien, elle apporte quelque chose en plus, elle apporte une touche un petit peu addictive qu'on apprécie énormément et qui rend la lecture entraînante et dynamique. Bon, parlons quand même un petit peu de la romance, parce que si vous êtes adepte de new romance, c'est ce qui va vous intéresser le plus. C'est plutôt bien fait parce que les deux personnages principaux, Camélia et Lou, sont des personnages qui sont un peu brisés par la vie. Ils sont manipulés par des personnes qui sont terriblement toxiques et qui gravitent un peu autour d'eux. Et puis moi, vous le savez, enfin je pense que vous avez commencé à le comprendre depuis que je lis un peu de new romance, les personnages clichés des new romances, ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas ça. Je préfère largement avoir des personnages qui sont un peu brisés par la vie, un peu... Vous allez vous dire, elle a un problème, mais non, non. Ouais, les personnages un peu brisés, un petit peu cabossés, parce que je trouve que ça permet de mettre un peu plus de relief dans une histoire qui, globalement, n'est pas non plus une histoire tirée par les cheveux. Enfin, la new romance, clairement... Bon, les intrigues, en règle générale, elles sont pas hyper développées, quoi. Hein. On a deux personnages, souvent ils se détestent, ou alors ils sont copains, mais du coup, plus si affinité. Et donc, ils vont finir par se rendre compte qu'ils sont attirés l'un par l'autre, et bim, ça nous fait une romance, quoi. En gros, c'est ça. Donc là, le fait qu'il y ait des personnages qui soient un petit peu cabossés, qui soient un peu perdus en fait dans leur vie, il leur arrive tellement de choses, ils savent pas trop comment gérer leurs émotions, ils savent pas trop comment gérer les événements qui arrivent comme ça, comme un raz-de-marée, et bien ça permet quand même de mettre en avant beaucoup de relief et ça permet de construire une intrigue un petit peu plus
un petit peu plus détaillée, un petit peu plus profonde que ce qu'on peut avoir dans une simple new romance. Donc, ce qui rend la new romance intéressante ici, ça va être le côté thriller psychologique, mais ça va aussi être les personnages et la psychologie des personnages qui est quand même très bien travaillée. Et franchement, bah ouais, ça fonctionne, ça fonctionne. Deux mentions spéciales. Une première mention spéciale pour le twist final que je n'ai absolument pas vu venir. Alors bon, vous allez me dire, je suis une véritable quiche pour connaître, enfin pour deviner la vérité dans les thrillers et dans les romans policiers. Donc bon là clairement, je me doutais bien que j'allais pas deviner. Hein. Mais quand même, le twist final, moi je l'ai pas vu arriver. J'ai trouvé qu'il était très bien réfléchi, très bien pensé. Et encore une fois, il vient apporter cette profondeur qu'on n'a pas forcément dans tous les romans, en tout cas de new romance. Deuxième mention spéciale, ce sont les références littéraires et le côté automnal que l'on retrouve énormément dans ce roman. Alors, bon, vous le savez, moi je suis une lectrice saisonnière, donc clairement là l'automne je m'en serais un petit peu passée, mais je pense que si je l'avais lu en automne, alors là ça aurait été coup de foudre assuré parce que on a les descriptions des feuilles qui tombent, de l'air qui se refroidit, en plus ça se passe en Écosse, à Édimbourg, donc je trouve que l'ambiance automnale, elle est très bien décrite et très bien mise en avant. Les références littéraires m'ont complètement subjuguée puisqu'il y a énormément de références littéraires à Oscar Wilde notamment, puisque Rory et Lou McAllister sont des grands fans de l'auteur et moi je suis totalement fan de cet auteur également, donc j'ai trouvé que c'était un beau petit clin d'œil et encore une fois ça se marie très bien aussi avec l'ambiance un peu écossaise, bon même si Oscar Wilde était irlandais, mais ça n'empêche que ça se marie bien avec toute cette ambiance et les références littéraires sont très sympathiques. Il y a beaucoup de références aussi à des citations latines et j'ai trouvé que ça apportait un petit plus à la new romance. Je tempère un petit peu mon propos quand même. Une petite chose qui m'a un peu laissée dubitative, ce sont les descriptions du système judiciaire notamment. J'ai trouvé en fait que certains passages ne sont pas très crédibles, alors que ce soit sur la façon de traiter le dossier de Lou McAllister, certains événements en prison, ce genre de choses. Il y a des choses qui à mon sens ne sont pas crédibles et auraient mérité peut-être un peu plus d'approfondissement pour que ce soit crédible justement. Bon après on n'est pas sur un thriller procédural, donc on n'est pas là-dedans, on n'est pas sur un thriller domestique, on n'est pas sur tout ça, donc on peut pas non plus demander à ce que la réalité colle à 100%. Donc voilà, c'est une petite chose qui m'a laissé dubitative, mais ça n'a en rien affecté la qualité du roman, ça n'a en rien affecté la singularité de l'intrigue. Et donc, si vous aimez les new romances qui tirent presque un petit peu vers de la dark romance, je sais pas trop si on peut dire ça comme ça, mais si vous aimez ça, honnêtement, allez-y, ça devrait vous plaire. Avant de conclure sur un automne pour te pardonner, j'en profite quand même pour vous faire un petit warning. Vous savez que j'aime bien faire des warnings. Attention au trigger warning de ce roman, puisqu'on est sur des thématiques très sombres qui sont abordées. On aborde bien évidemment le meurtre, ça vous l'aurez compris, mais on aborde aussi des thématiques comme le harcèlement scolaire, le bizutage, le suicide. On est sur des thématiques assez sombres, et puis il y a tout ce côté un peu emprise psychologique qui met relativement mal à l'aise pendant toute la lecture. En plus de ça, on est sur une new romance, donc il y a quand même quelques scènes explicites, même si elles ne sont pas si nombreuses que ça. Je pense qu'il doit y en avoir 2 ou 3 maximum, mais il y en a quand même. Donc ne mettez pas ce roman entre les mains de votre nièce de 14 ans. Côté lecture papier, j'ai donc repris une nouvelle lecture après avoir fini ces 2 romans. J'ai pris un roman que j'ai dans ma palle depuis le printemps du livre de Montaigu de l'année dernière. Je l'ai lu tout simplement dans le cadre, enfin je le lis en tout cas parce qu'il n'est pas fini quand même, je le lis dans le cadre du Read Together organisé par Manon du compte Les Lectures de Manon et Lauriane du compte Cocon Littéraire. Donc le principe du Read Together, si vous ne connaissez pas, je vous en parle très rapidement, c'est un principe de lecture commune qui se fait sur l'application Discord. Et donc Lauriane et Manon font un prédécoupage du roman et vous pouvez venir discuter de la partie à laquelle vous êtes rendu. Donc ça c'est quand même pas mal. Je connaissais pas trop l'application Discord et en fait je trouve que c'est plutôt bien pensé pour les lectures communes du coup.
Même si j'imagine qu'à la base, l'application n'a pas été développée pour ça. Mais bon, écoutez, ça match, donc c'est parfait. Et donc Manon et Lauriane, depuis le mois de septembre, je crois, septembre-octobre, elles proposent tous les mois des lectures communes sur une thématique spécifique qu'elles choisissent à l'avance, et elles nous proposent 3 romans et on sélectionne le roman qu'on veut lire. Le mois de mars, c'était... alors le thème, je sais plus, je crois que c'était droit des femmes ou l'émancipation des femmes ou quelque chose comme ça, et le roman qui a été sélectionné, c'est celui-ci, L'heure des femmes de Adèle Bréau. J'ai rencontré Adèle Bréau pendant le printemps du livre de Montaigu. Le roman est donc dédicacé. Je suis très contente. Et du coup, ça faisait longtemps que je voulais le lire, j'en ai beaucoup entendu parler. J'aime beaucoup ce que fait Adèle Bréau, mais c'est vrai qu'on la connaît plutôt dans un genre roman contemporain, feel-good estival. Enfin, feel-good, j'aime pas trop cette appellation, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Roman contemporain, roman plutôt estival. Moi, j'avais lu Frangine il y a 3 ans de ça, je crois, en été. Elle a sorti un autre roman après qui s'appelait Haute Saison, qui se passe aussi en été. Donc c'est vrai qu'on est plutôt sur des romans qu'on aurait tendance à lire sur la plage, entre guillemets. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des thématiques profondes qui sont abordées, mais ça n'empêche que c'est plutôt des romans type contemporain. Là, dans L'heure des femmes, on est plutôt sur un roman historique, où effectivement la thématique principale c'est l'émancipation féminine. Et en fait, Adèle Bréau, à travers L'heure des femmes, elle rend hommage à sa grand-mère qui n'est autre que Ménie Grégoire. Ménie Grégoire qui a été recrutée par la radio RTL dans les années 60, en 1967 je crois, pour renouveler un peu les programmes de la radio. Et donc tous les après-midi à partir de 1967, alors je ne sais plus jusqu'à quand, mais Ménie Grégoire va avoir... je sais pas, un créneau pour pouvoir faire une émission qui s'appelle Allô Ménie, je crois, au début. Et les femmes vont pouvoir l'appeler et discuter avec elle de sujets divers et variés, de sujets plutôt féminins. Et donc, Ménie Grégoire est connue pour ça. Et Adèle Bréau étant sa petite fille, elle lui rend un peu hommage avec ce livre. Et écoutez, pour le moment, je me régale. Je vous en dis quand même un petit peu plus parce que c'était un peu rapide quand même ce que je vous ai dit dessus. On est sur un roman plutôt choral où on va alterner les différentes voix féminines. Donc bien évidemment, on va avoir l'histoire de Ménie Grégoire vue par le point de vue de Ménie Grégoire, entre guillemets, mais pas que, puisque... donc vous avez cette partie-là qui se passe plutôt en 1967, mais après vous avez 2 autres temporalités. Vous avez Esther, qui est une jeune femme un peu perdue, qui vit en 2021 et à qui on a confié des recherches sur la vie de Ménie Grégoire pour en écrire une biographie derrière. Et vous avez également, en 1967 également, je crois, ou en 1960, je sais plus, la vie de Mireille, qui est une femme d'une trentaine d'années, femme au foyer, qui a déjà 6 enfants, et qui du coup, voilà, découvre un peu le sujet de l'émancipation féminine, découvre la radio, découvre l'émission de Ménie Grégoire, et on va voir un peu l'impact que l'émission va pouvoir avoir sur sa vie. Et bien sûr, à côté de ça, le roman est quand même truffé de lettres et de témoignages de femmes qui se sont directement adressées à Ménie Grégoire. Donc je pense que quand même la plupart de ces témoignages sont des vrais témoignages, mais je veux pas trop vous dire n'importe quoi non plus, donc je vais pas vous le garantir à 100%, mais c'est quand même... voilà, c'est quand même truffé de témoignages de femmes dans les années 60. Et j'en suis page 337, donc il me reste 150 pages, à peu près 100-150 pages. Et franchement, j'aime beaucoup. Je l'ai lu presque intégralement sur la journée d'hier, parce qu'on était sur une journée un peu tranquille. Voilà, notre fils n'était pas très en forme ce week-end, donc du coup on n'a pas fait grand chose. Et du coup j'en ai profité pour lire, et j'ai lu presque intégralement le roman sur la journée d'hier, et j'avais vraiment du mal à m'arrêter à chaque fois parce que je trouve que c'est
passionnant, vraiment. Je viendrai vous en reparler quand ce sera terminé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien écoutez, j'ai repris deux lectures audio qui sont en partenariat avec NetGalley. Et ce sont deux lectures radicalement différentes. J'ai commencé d'abord par écouter un roman classique de la littérature française. Il s'agit de La femme au collier de velours de Alexandre Dumas. Je l'ai pris à l'audio, enfin je l'avais demandé en partenariat à NetGalley parce que j'aime beaucoup ce que faisait Alexandre Dumas. Je trouve que c'est un auteur de littérature classique qui est assez facile à lire puisqu'il a une plume assez entraînante. Et c'est vrai que pour une plume aussi vieille, entre guillemets, c'est assez étonnant et moi j'aime bien. Donc je me suis dit que j'allais pas prendre trop de risques avec La femme au collier de velours. Sauf que finalement, eh bien si, j'ai pris un peu de risque. J'ai commencé à écouter 7% du livre audio et je ne comprends absolument pas ce qui se passe dans ce livre. Je suis incapable de vous en faire un résumé, je ne sais pas ce qui se passe. Donc je me suis dit que ça servait à rien de s'acharner, je l'ai mis en stand-by et je le reprendrai un petit peu plus tard. Je pense que ce n'est pas le bon moment pour écouter ce genre de littérature. Donc j'attends un petit peu. En parallèle, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour le partenariat d'une saga de Young Adult. Alors, est-ce qu'on est sur de la dystopie? Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'on est sur de la fantasy? Je ne pense pas non plus. Pour l'instant, c'est une saga Young Adult. Là, de ce que j'ai écouté, je peux pas vous en dire plus. Donc bon, c'est pas trop. On est sur donc une saga, pour l'instant je crois qu'il n'y a que 2 tomes. Donc le premier tome est sorti en version originale et en français. Le titre de ce premier tome s'appelle Voler à tout perdre. Le deuxième tome est sorti en version originale mais n'est pas encore publié en français. Et je ne sais pas s'il y a d'autres tomes de prévus ou pas après. Pour le moment, ça se lit quand même, enfin ça s'écoute un petit peu plus facilement que le roman d'Alexandre Dumas. Ça paraît à peu près logique, hein, quand même, on est sur du young adult, donc encore heureux que ça s'écoute un peu plus rapide, un peu plus facilement. Je viendrai vous en reparler quand j'aurai écouté un petit peu plus le roman, parce que pour l'instant j'en suis à 20% à peu près, donc j'attends de rentrer un peu plus dans le livre, et puis je viendrai vous en reparler après. Je vous prends rapidement en vidéo, je suis garée dans ma voiture puisque j'ai des rendez-vous professionnels dans Nantes là, donc du coup je vais avoir pas mal de marches je pense à droite à gauche, donc j'ai pris avec moi mes écouteurs et je vais écouter mon livre audio. Donc je pense que je vais plutôt avancer le premier tome de Sif's Gambit puisque vous l'aurez compris, je suis un peu plus emballée que le roman de Alexandre Dumas, La femme au collier de velours. Donc je vais d'abord écouter celui-ci et puis j'enchaînerai avec le Dumas. Voilà, bon et bien écoutez, moi je vous reprends un petit peu plus tard. Mercredi soir et je viens clore ce carnet de lecture. Je viens de me faire une tisane, enfin un rooibos plutôt, plus qu'une tisane. Et je viens vous parler de ma dernière lecture. Je viens également vous parler d'un petit craquage livresque. Et je vais également vous parler d'une petite idée qui a germé dans ma tête. Et ce sera l'occasion d'avoir un peu votre avis sur cette idée. Tout d'abord, parlons peu, parlons bien. Parlons craquage livresque. Je suis allée faire un tour en librairie tout à l'heure entre midi et 2 et j'ai craqué, mais je savais que de toute façon j'allais l'acheter, hein, c'était prévu. C'est donc le dernier Marie Vareille, La dernière allumette. Vous le savez, et je pense que je ne suis pas la seule, loin de là, puisque c'est un roman qui a fait l'unanimité. J'ai eu un gros coup de cœur l'année dernière pour ce livre, qui est ici là, Désenchanté. D'ailleurs je vais enlever le bandeau jaune, tant que j'y suis.
Désenchantée, donc qui avait été mais vraiment un coup de cœur. J'ai adoré ce livre, mais encore une fois, je ne suis pas la seule, hein. Vous pouvez aller regarder les avis sur les réseaux, sur internet, sur Babelio, Livre Addict, etc. Vous allez voir que vraiment, ce livre-là a fait l'unanimité. Et c'est normal, j'ai envie de vous dire, parce que la qualité de ce livre est juste dingue et elle est clairement indéniable. Donc, je ne pouvais que craquer pour le dernier livre de Marie Vareille. J'ai presque pas envie de lire la 4e de couve pour me laisser vraiment la surprise jusqu'au bout, mais bon, quand même, allons-y, je vous la lis. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler, car elle seule connaît vraiment son frère. Un trésor de sensibilité et d'émotion brillamment construit, Marie Vareille démontre une nouvelle fois son talent unique pour nous tenir en haleine de la première à la dernière page. Voilà, voilà. Bon, alors, on est sur un roman édité chez Charleston qui fait 330 pages. Bon, à ça, à tout moment, je le commence un week-end, je le termine le dimanche soir. Voilà. Je vais quand même essayer de le garder pour ce printemps parce que j'aime bien lire Marie Vareille au printemps. Je trouve que les romans contemporains, enfin en tout cas moi j'ai envie de contemporain au printemps. Je sais pas pourquoi, ça doit être la saison du renouveau, donc je me dis allez hop, quelques petits romans contemporains. Mais c'est vrai que les Virginie Grimaldi, les Marie Vareille, les Julien Sandrel, les Zoé Brisby, tout ça, je préfère les lire au printemps. Donc bon, je vais peut-être me le garder pour la fin du mois ou début du mois d'avril. Sinon, sans surprise, j'ai dévoré L'heure des femmes d'Adèle Bréau. Je vous en ai déjà pas mal parlé dans cette vidéo. Je l'ai terminé, je l'ai lu en 3 jours, donc c'est quand même pas mal, en sachant qu'on est sur un roman qui fait 450 pages, hein, donc c'est quand même un beau bébé. Donc je ne vous reparle pas de l'histoire et compagnie, hein, je peux juste vous dire que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. On est vraiment sur un hommage à Ménie Grégoire, mais plus globalement, plus généralement quand même, c'est une véritable ode à l'émancipation féminine qu'on a dans ce roman. Je trouve que les sujets qui sont abordés sont des sujets profonds, ce sont des sujets de tous les jours et ça nous rappelle quand même que il y a encore 50-60 ans en arrière, tout n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre société. Ça n'empêche qu'on a fait quand même un bond considérable en avant par rapport à ce qui se faisait dans les années 50-60. Donc rien que pour ça, eh bien, je trouve que c'est un roman qui permet de remettre les choses en perspective et ça fait du bien. Ça nous rappelle d'où on part. C'est donc une très très bonne lecture, vous l'aurez compris. Là, je vous fais vraiment mon retour à chaud, donc c'est pas forcément très construit, mais voilà, j'ai passé un excellent moment avec Ménie Grégoire, j'ai passé un excellent moment avec Esther, et j'ai passé un très très bon moment aussi avec Mireille et sa sœur Suzanne, que l'on suit tout au long du roman. La construction narrative peut un petit peu déstabiliser, surtout si vous n'êtes pas habitué au style roman choral, puisque là on est vraiment dans ce schéma-là. On est sur des personnages qui se répondent un petit peu avec des temporalités différentes, donc c'est vrai que quand on n'est pas habitué, ça peut être un peu déstabilisant. Pour ma part, je m'y suis faite assez facilement, c'est un genre que j'aime beaucoup et je suis habituée au roman choral, donc ça ne me dérange pas. Mais voilà, je m'y suis habituée peut-être au bout de 30-40 pages, donc je trouve que ça se lit quand même très bien, même si vous avez cette alternance un petit peu passé-présent et cette alternance de points de vue narratifs. C'est une très bonne lecture. De mon côté, ce ne sera pas un coup de cœur parce que j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs. Alors, rien de dramatique, franchement, ça ne m'a pas empêché d'apprécier le livre, ça ne m'a pas empêché d'avoir le cœur un peu serré en lisant certains témoignages. Je peux d'ailleurs vous dire, parce que je vous en parlais juste dans la séquence vidéo juste avant, mais je peux vous confirmer que ce sont bien des témoignages réels, hein. L'autrice a fait une petite note à la fin du roman pour le dire. Ce sont des témoignages qui n'ont absolument pas été touchés, donc ce sont de vrais témoignages.
Et ça m'a vraiment serré le cœur. Parfois, ça m'a retourné un peu le ventre, vraiment, de lire ce genre de témoignages. Et pas évident à lire parfois. Donc c'est vraiment, encore une fois, une excellente lecture. Quelques longueurs, mais rien de dramatique. Vraiment, encore une fois, ça vaut largement le coup de le lire. N'ayez pas peur de ces petites longueurs parce que vraiment, c'est pas quelque chose qu'il faut retenir à mon sens. La qualité de l'écriture de l'autrice, la qualité du sujet et la façon de l'aborder valent clairement le coup et valent le fait de dépasser ces petites longueurs-là. Donc, si vous aimez les romans chorales à tendance un peu historique, foncez, ça devrait vous plaire. Autre chose dont je voulais vous parler avant de clore ce carnet de lecture, je voulais vous faire part d'une idée qui a germé dans ma tête et je voulais avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, c'est important pour moi. J'avais pensé à vous proposer un book club spécifique sur les romans historiques. Donc l'objectif, ce serait de vous proposer tous les mois des lectures communes sur une thématique que vous aurez choisie. Donc je pourrais vous proposer peut-être 2-3 thématiques spécifiques, typiquement la Deuxième Guerre mondiale, l'affaire du sang contaminé, voilà, ce genre de thématique. Et vous choisissez la thématique que vous préférez. Ensuite, une fois que la thématique est choisie, je vous proposerai 3 livres sur cette thématique-là que vous pourrez sélectionner ensuite. Et puis on pourrait lire ensemble ce roman-là. C'est un peu sur le même principe que le Read Together de Manon et Lauriane, j'invente rien du tout. La seule différence, c'est que là, pour le coup, ce serait vraiment spécifique au roman historique. Je sais que vous êtes un certain nombre à me suivre pour les recommandations par rapport aux livres historiques, et je me dis que ça pourrait être un bon moment de partage, un bon moyen d'échanger. Et voilà. Donc à vous de me dire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour en discuter. Et donc pour finir, je voulais vous parler de ma lecture audio qui n'est autre que le premier tome de The Thieves Gambit. Je vous en ai déjà parlé, il s'appelle Voler à tout perdre. Et dans cette lecture audio, on fait la connaissance de Ross Quest qui appartient à une famille très très réputée de voleurs professionnels. Et donc les Quest, c'est la plus grosse famille de voleurs en Amérique du Nord. Ross, c'est une jeune adolescente qui vit avec sa mère, qui a été élevée par sa mère et sa tante, et un jour sa mère lui propose un casse sur un yacht, et donc elles partent toutes les deux en mission, l'objectif étant de cambrioler le yacht d'un riche milliardaire. Le souci, c'est que le cambriolage ne se passe pas comme prévu, et sa mère est faite prisonnière, et Ross malgré tout parvient à s'échapper. Sauf que le riche milliardaire décide de prendre contact avec Ross et il lui explique que elle aura l'occasion de revoir sa mère vivante si elle arrive à lui donner 1 milliard de dollars et il lui laisse 1 an pour réunir la somme. Donc bien évidemment, même quand on est voleur, c'est compliqué de réunir 1 milliard de dollars. Donc la solution qui a été trouvée, c'est de faire en sorte pour Quest de participer, pour Ross pardon, de participer à une compétition qui permet à 12 voleurs de s'affronter. Cette compétition s'appelle le trophée. Et donc via cette compétition, il y a 3 grosses épreuves qui permettent à chacun de se confronter. Et un seul gagnant aura l'occasion d'être sacré et ce gagnant-là, il aura une faveur de la part de l'organisation du trophée, donc il peut choisir tout ce qu'il veut. Et donc Ross décide de participer pour pouvoir gagner la compétition du trophée et pour pouvoir récupérer 1 milliard de dollars afin de récupérer sa mère. Voilà un petit peu l'intrigue de base. On est sur une lecture audio qui s'écoute extrêmement bien. On est sur un roman young adult, on est sur une saga même de young adult, puisqu'encore une fois, on est sur le premier tome. Donc, l'intrigue démarre très vite, il y a beaucoup d'action, c'est haletant, ça va un peu dans tous les sens, donc on ne s'ennuie pas un seul instant, clairement. Je me laisse donc complètement mener par cette écoute audio, j'en suis à 50%, donc franchement, c'est plutôt pas mal. Il me reste 5 heures d'écoute. Je pense que ça va vite s'écouter, en toute honnêteté. Le seul bémol pour l'instant, à mon sens, c'est que
je trouve qu'on ressent assez vite à l'audio qu'on est sur une littérature young adulte parce que il y a beaucoup de choses qui sont prévisibles. En fait, à chaque fin de chapitre, l'autrice nous laisse un peu sur un cliffhanger et à chaque fois on se dit ah ouais mais en fait c'est ça qui va se passer derrière et ah oui non mais c'est comme ça qu'elle va réussir à s'en sortir ou ah oui mais du coup elle va réussir cette épreuve là parce que voilà. En fait on le sait, on sait ce qui va se passer et pour moi il n'y a pas vraiment de surprise. Je pense que c'est dû au fait que c'est une littérature young adulte. Ce n'est que mon avis et franchement, avant de vous donner un avis final, j'attends d'écouter la suite de ce roman, de ce premier tome et je vous donnerai un avis plus complet quand ce sera terminé. Sur ce, je termine mon rooibos et je vais chercher mon fils. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine et un très bon week-end à venir. J'espère que vous aurez fait d'excellentes lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire. Et moi je vous dis dès à présent à la semaine prochaine pour un nouveau carnet de lecture. Allez, ciao!